Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859. fêté le 4 août. Canonisé en 1925 en même temps que Sainte Thérèse de Lisieux par le pape Pie XI, qui le proclame 4 ans plus tard en 1929 patron des curés de l'univers. Saint Jean-Marie Vianney est plus connu sous le nom du Saint curé d'Ars. Né en 1786, 3 ans avant que n'éclate la Révolution française, il restera pendant 41 ans curé du petit village d'Ars-sur-Formans, dans le département de l'Ain, à 33 km au nord de Lyon. Proclamé saint dès son vivant par la rumeur collective, missionnaire, confesseur, thaumaturge et visionnaire, le Saint curé d'Ars reste un modèle actuel pour tous les prêtres de notre temps, apportant ainsi une réponse éloquente à certaines remises en question de l'identité du prêtre, marqué du sceau du sacerdoce du Christ pour participer à sa fonction d'unique médiateur et rédempteur, ouvrant, comme le dit si bien le pape Saint Jean-Paul II, aux prêtres le champ immense du service des âmes pour leur salut dans le Christ et dans l'Église. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée ce mois-ci à Saint Jean-Marie Vianney, découvrez, en ces temps où l'Église de France est au plus bas, dévastée par la tourmente révolutionnaire, comment un simple fils de paysan, illettré encore à 17 ans, poursuivit avec d'énormes efforts la formation qui lui permettra de réaliser sa vocation d'enfant, devenir prêtre. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1786, 3 ans avant que n'éclate la fameuse Révolution française. Nous allons avoir la chance de découvrir, de redécouvrir, puisque son nom est très connu, le fameux curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Il est né dans une situation absolument catastrophique. Il semble nécessaire de faire un petit bilan de cette France post-révolutionnaire. Alors, dans son ouvrage Christianisme et Révolution, l'historien Jean de Vigry explique qu'il y a eu véritablement un ensemble d'actions pour constituer ainsi un véritable système de déchristianisation cohérent et redoutablement efficace. Il prend 8 mesures prises par la Révolution au sens large et qui expliquent la situation catastrophique de cette fin du XVIIIe siècle pour l'Église catholique en France. Première chose, la nationalisation et la vente des biens du clergé. Deuxièmement, la constitution civile du clergé qui sépare l'Église de France de Rome et la prive de sa juridiction. Et elle favorise indirectement la déchristianisation car les fidèles préfèrent ne pas aller à la messe plutôt que d'assister à celle du prêtre jureur qui a juré fidélité à cette nouvelle république. Troisièmement, la suppression des ordres religieux par étapes, 1790, puis 1792, et par contre-coup les nombreuses confréries de dévotion. Quatrièmement, la nouvelle circonscription des paroisses en 1791 et 1792 qui en supprime environ 4000 et affecte peut-être 15% des Français. Enfin, les mesures contre les prêtres, la proscription des réfractaires et la campagne de déprétrisation. Lors de la première terreur, après cette première terreur, il ne reste que 150 prêtres à Paris contre 1000 en 1789 et à partir de la fin de 1793, on appelle ça la seconde terreur, et pendant le second directoire, donc vers la fin du XVIIIe siècle, il ne reste finalement que 10% de l'effectif de prêtres de 1789. Enfin, la fermeture des églises, vendues comme biens nationaux ou loués, le remplacement du dimanche par le décadi avec obligation généralisée par le directoire, et à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Enfin, dernier point, qui n'en exclut pas d'autre, la sécularisation du mariage par le mariage civil et le divorce. Alors c'est dans ce contexte difficile que va naître et grandir Jean-Marie Vianney, un petit peu avant la Révolution, le 8 mai 1786. Et dans cette fin du 18e qui est quand même marquée par une certaine médiocrité spirituelle au niveau de la vie de l'Église, qui a peut-être aussi favorisé cette révolution, eh bien, on peut dire que ce n'est pas le cas dans cette famille Vianney où il se vit une grande ferveur.
Donc il naît le 8 mai 1786 et est baptisé le jour même. Et dans cette famille, il reçoit surtout l'influence de sa mère. On parle d'abord d'elle, Marie Bellus, qui a une piété chevillée au corps d'une certaine façon, dans laquelle elle enseigne à son fils Jean-Marie une horreur profonde du péché, et elle lui inculque les petits gestes de la vie quotidienne qui marqueront profondément sa foi. Et il naît dans cette famille donc qui comptera au total 5 enfants. Il est le 4e enfant de cette famille. Il aura une petite sœur, et donc dans cette famille, sa mère lui disait Jean-Marie, si tes frères et sœurs venaient à offenser le bon Dieu, croisant que j'en serais très peiné, mais si ça venait de toi, je le serais d'autant plus. Et donc il marquait, et sa mère avait remarqué, il avait une piété particulière qui faisait que, eh bien, il allait par exemple à l'âge de 3 ans, elle le voit plus, elle a perdu le contact visuel, et donc elle se met à le chercher partout dans la ferme, une ferme telle qu'était celle des Vianney, ça pouvait être un lieu dangereux entre les granges, les outils, etc. Et elle finit, folle d'inquiétude, par le retrouver agenouillé au milieu dans l'étable à côté de l'âne, en train de fixer des yeux une petite statuette de la Vierge Marie et faire ses prières. Et donc dès l'enfance, eh bien il grandit dans cette atmosphère où il va montrer tout de suite un amour pour le bon Dieu. Alors il dira plus tard à 70 ans que la Vierge Marie était sa première affection, qu'il a aimée avant de la connaître. Vous voyez, donc avant qu'il puisse déjà mettre des mots sur la foi, eh bien il l'avait profondément intérieurement, et il avait cet amour pour le bon Dieu qui le faisait prier. Alors, il faut dire également un mot de son père, Mathieu Vianney, qui est un homme plus discret, un paysan assez austère mais profondément bon, qui lui vivait aussi une foi en pratique, notamment en accueillant beaucoup de pauvres. Et donc c'était une tradition familiale. On pense que ses parents eux-mêmes avaient pu accueillir à leur table Saint Benoît Joseph Labre quelques années plus tôt. Et donc il y avait cette tradition d'accueillir le pauvre, et le père Mathieu Vianney, eh bien, s'occupait des vêtements, leur donnait à manger, leur permettait de dormir à l'étable et pratiquer cette charité active. Et donc il n'était pas rare de voir chez les Vianney un pauvre venir manger et pour lequel on se privait. Et Jean-Marie va participer activement à cela. En offrant aussi, en contribuant à les nourrir, et puis en participant aux distributions de nourriture pour les pauvres. C'est la rencontre de la sainteté, un saint d'un autre âge, du XVIIIe siècle, le vagabond de Dieu, le mendiant Benoît Labre, qui est accueilli dans une nuit de juillet 1770, comme vous l'avez dit, par cette famille très pieuse. Mais cette famille doit faire face à la tourmente révolutionnaire, ou ce qu'il en reste. Imaginez Jean-Marie Vianney à 8 ans, en l'an 2 de la République, lorsque l'église de son village de Dardilly, aux Portes-le-Lion, est fermée au culte. Et même s'il garde une foi, même si évidemment la persécution est très grande, on mesure toute l'importance de l'église domestique, qui elle permet de subir une persécution venue de l'État, et puis qui se diffuse dans toute la société. N'oublions pas que par rapport à 1789, un tiers des pratiquants en moyenne ont disparu. Mais la famille Vianney, elle, tient bon, et il faut attendre. Jean-Marie Vianney devra attendre 11 ans pour se confesser pour la première fois, et 13 ans pour faire sa communion dans une grange avec tout un système pour pas trop émeuter cette communion, qui est toujours avec l'ancienne église, l'église qui n'a pas prêté serment. Et vous voyez le contexte de cette vocation de prêtre, qui va l'avoir très jeune. Elle est nourrie dans cet élan missionnaire, dans ce début de reconquête des âmes qui va marquer petit à petit l'époque après le Concile et l'Empire, et ce qu'on a appelé la Restauration, qui est aussi un retour pour les catholiques de retrouver une foi plus traditionnelle, et surtout en accord avec la papauté.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1789 dans la France qui sort de la Révolution pour entrer dans l'ère de l'Empire, avec Napoléon qui redonne à l'Église une certaine liberté et donc la famille Vianney qui avait tenu bon, qui était restée fidèle notamment aux prêtres non-jureurs. Alors eux-mêmes avaient assez peu de compréhension dans ce milieu paysan et simple. Au début, le prêtre du village, l'abbé Ré, était jureur et puis tenait des propos qui les déconcertaient un peu parce qui leur semblaient sonner faux par rapport à la foi de l'Église, à la fidélité à Rome. Mais finalement, c'est avec l'action des prêtres réfractaires, en fait, qui refusaient de faire le serment révolutionnaire, eh bien qu'ils ont tenu bon, ils ont compris en fait l'importance de la fidélité à l'Église et organisé cette église clandestine, cette église qui se cachait. C'est dans ce contexte que Jean-Marie va faire sa première communion, comme on l'a raconté avant la pause musicale. Et donc Jean-Marie va être entre deux modèles de prêtres. D'un côté, un curé, Monseigneur Ré, qui va le père Ré, pardon, qui va être traître et puis d'une certaine façon il va fuir le sacerdoce et puis progressivement va quand même vivre une certaine rédemption puisque il va revenir, il va prendre conscience de sa faute et puis à la fin de sa vie, il reviendra même dans son village et retrouvera ses paroissiens en retrouvant aussi l'obéissance à l'Église. Et puis de l'autre côté, eh bien il y avait ces prêtres d'un héroïsme extraordinaire qui étaient morts très nombreux, qui avaient sacrifié leur vie et pour continuer d'assurer les sacrements dans des conditions extrêmement dures. Et faut imaginer comment ces messes clandestines et tout cet héroïsme des prêtres qui affrontaient des conditions très difficiles a pu marquer le jeune Jean-Marie Vianney. Et donc il va dans son cœur va grandir le désir d'être prêtre. Alors on est dans l'Empire dans les années 1803-1804. Il commence à en parler à sa mère. Et en plus, le prêtre, le curé de la paroisse qui avait été rétabli là, eh bien, commençait à l'associer, avait remarqué sa piété, et donc lui avait donné une fonction de grand clerc, de servant d'autel. Et donc, simplement, il en parle d'abord à sa mère, et puis il donne ce désir à son père, il ose s'en ouvrir, et là, eh bien, c'est un non catégorique. Le père Mathieu refuse, puisque Jean-Marie est précieux à la ferme. Donc, il a un frère aîné, le François l'aîné, puisqu'il y avait deux enfants qui s'appelaient François dans cette famille, et Jean-Marie est le second des garçons, et on a besoin de lui à la ferme. C'est des conditions très difficiles, économiquement ça tient tout juste, et donc ce père qui a des rhumatismes et qui a du mal à assurer toute sa tâche, ne peut pas se passer de son fils, et donc il lui dit non. Et ensuite, eh bien pendant la Révolution, en plus Jean-Marie n'a pas étudié, donc il y a quelques écoles de rattrapage, mais il n'a pas du tout le niveau pour faire le séminaire, et donc dans ce milieu rude paysan, eh bien la question d'une vocation sacerdotale paraît complètement excentrique et hors de propos. Et donc le non catégorique de son père conduit Jean-Marie à retourner au champ où il se livre, mais garde au cœur ce désir d'entrer au séminaire. Et il a 19 ans, et là, grâce à l'obstination de la mère, Marie Béluse, et puis de la tante Marguerite Humbert, le père va céder finalement et consentir, nous sommes en automne 1805, pour que le jeune Jean-Marie Vianney soit confié au curé du bourg voisin d'Écully, juste au nord de Lyon, qui a créé à demeure l'une de ces fragiles écoles de prêtres, où sont préparés au lendemain de la Révolution les très rares candidats au sacerdoce. Et là, c'est un personnage fondamental pour comprendre Saint Jean-Marie Vianney, c'est l'abbé Charles Ballet. Cet abbé est une âme, alors c'est véritablement son maître spirituel, il va tout lui apprendre. Et à la fin de sa vie, le curé d'Ars dit de son maître, hein, je le cite, « J'ai connu beaucoup de belles âmes, mais j'en ai pas connu de plus belles », en parlant de son maître. Alors, c'est un Lyonnais, né au milieu du XVIIIe siècle, d'une famille de la bourgeoisie marchande, et qui va incarner la tradition. Il fait un lien concret entre le clergé de l'ancienne France et le curé de campagne du XIXe siècle. C'est tout à fait étonnant, parce que c'est une incarnation de la tradition
tradition de la grande église catholique par des hommes. Grâce à Charles Ballet, la grande tradition ecclésiastique française, du Concile de Trente et même d'avant, puisqu'il n'y a pas de rupture, hein, mais va se transmettre et il va former le futur curé d'Ars qui va devenir le modèle pour tous les prêtres du 19e siècle. C'est un prêtre savant, avec beaucoup de livres, qui est rigoriste, on en reparlera, intransigeant, et qui est dans une famille également absolument incroyable. Il va évidemment refuser l'adhésion à la constitution civile pour le spirituel, il récuse le nouvel évêque Grégoire, et s'affirme hautement réfractaire. Il est réfugié à Lyon, où, tenez-vous bien, son frère Étienne, qui est chartreux, est guillotiné pour sa foi. Et il va devenir missionnaire clandestin au service de l'abbé Linsolas. Alors ce prêtre sévère, pieux, va tomber en affection pour ce jeune paysan qui ne sait pas grand-chose, et c'est véritablement lui qui va le faire prêtre en le soutenant du début jusqu'à la fin, parce que va s'ouvrir 10 années de très longue formation pour enfin devenir prêtre. Alors au début, c'est une petite école. On formait les prêtres à l'époque dans les paroisses. Et donc, on ouvrait une école sacerdotale avec simplement ici 2 élèves. Hein. Donc, il est avec un autre jeune, Mathias Loras, qui est beaucoup plus doué au niveau intellectuel, puisque en plus, il deviendra missionnaire, partira aux États-Unis, où il deviendra même évêque. Hein. Donc, c'est dire aussi l'écart intellectuel entre le petit paysan et ce jeune Mathias. Et donc, pourtant, entre les deux va se lier une grande amitié. Donc on a un épisode par exemple où ça rentre pas dans la tête de Jean-Marie, alors Mathias, qui est beaucoup plus vif d'esprit, rigole, et puis un jour il y a une altercation entre les deux, et et à ce moment-là, Mathias gifle Jean-Marie parce que il n'arrive pas à lui expliquer quelque chose et que son esprit est trop rétif, et Jean-Marie fait un mouvement pour riposter, et il réfrène ce mouvement et il se met à genoux et il lui demande pardon pour son incapacité à comprendre. Et ça va être, Mathias va être profondément bouleversé, et ça va être le début d'une amitié qui sera indéfectible entre les deux. Alors, on continue ce chemin de croix que sont les études de Jean-Marie. On peut dire que d'une certaine façon, c'est véritablement un miracle qu'il soit devenu prêtre, puisque à chaque étape, il y a la croix du latin. Déjà, c'est difficile pour que ça rentre dans sa tête en français, mais en latin, c'était complètement impossible. Alors, le père Ballet va être très patient, va reprendre des livres de théologie en français, lui faire des cours particuliers, et puis il arrive à le faire entrer au petit séminaire de Verrières. Et finalement, après bien des péripéties, il arrive à le faire entrer au séminaire de Lyon. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Jean-Marie Vianney, nous sommes en 1809, il a 23 ans. Depuis 4 années, il est à l'école d'un magnifique personnage, l'abbé Charles Ballet, prêtre réfractaire clandestin, qui va permettre à 2 jeunes hommes de se préparer à la vocation sacerdotale, et il doit faire face à l'ignorance de Jean-Marie Vianney, qui est le fils de paysans relativement aisés, mais qui il n'y a pas eu d'école avec la tourmente révolutionnaire, et qui ne connaissait que le patois local. Et déjà, il part de là. Et il doit apprendre le français. Et alors là, en plus d'apprendre le français, il doit apprendre le latin, qu'il n'arrivera d'ailleurs jamais à posséder véritablement, et en plus le latin d'église.
langue savante. Et il continue ses études. Et puis là, nous sommes en plein dans la guerre d'Espagne révolutionnaire. Vous savez, Napoléon qui part quasiment tous les ans à la conquête de l'Europe. Il est menacé de toutes parts. Et l'empereur réclame des soldats. Et c'est une grande conscription. Normalement, Saint-Jean-Marie Vianney devait être considéré comme à peu près comme séminariste, puisque les séminaristes sont dispensés. Mais finalement, il est appelé. Ce qui voudrait dire qu'il n'était pas sur les listes du diocèse. Et il y a un contexte particulier puisque Napoléon est en conflit avec le pape Pie VII qu'il a excommunié, et à peine incorporé, le soldat Vianney tombe malade, il s'arrête à l'Hôtel-Dieu de Lyon, puis à l'hôpital de Roanne. Finalement, il doit rejoindre son corps d'expédition de soldats à Bayonne, et là, il va déserter et rester pendant 14 mois dans les montagnes du Forez, accueilli par Claudine Fayot, une femme restée veuve avec plusieurs enfants. C'est lui il a une constitution très vigoureuse. Il va participer aux travaux des champs, être caché par la population locale, mais cela crée des problèmes pour sa famille puisque l'autorité militaire a perquisitionné pour retrouver le déserteur, et les embêtements pour la famille Vianney vont cesser à un seul moment lorsque le jeune frère Jean-François de Jean-Marie Vianney va s'offrir à remplacer son aîné, partir en Allemagne et y disparaître en 1813. Et là, on se rend compte que le sacerdoce du plus grand prêtre de l'univers repose sur le sacrifice de l'un de ses frères qui donne sa vie pour que son frère aîné puisse répondre à l'appel du Seigneur. C'est donc un chemin très difficile pour Jean-Marie pour devenir prêtre, et donc avec toujours cette difficulté quand il peut enfin revenir auprès de l'abbé Ballet pour reprendre sa formation. Eh bien, il y a de nouveau cet obstacle du latin qui paraît absolument insurmontable. L'abbé Ballet arrive à le faire entrer au séminaire, mais à ce moment-là, lorsqu'il faut suivre les cours, il faut imaginer, les cours eux-mêmes sont en latin, eh bien, c'est absolument impossible. Mais par contre, la piété de Jean-Marie fait qu'il gagne les cœurs et que tout le monde l'apprécie. Et donc, il est dans cette position paradoxale où tout le monde souhaiterait qu'il devienne prêtre, ses professeurs l'encouragent, mais aux examens, c'est la catastrophe. Il est incapable de répondre aux questions, et donc c'est l'échec. On finit par lui demander de partir. Il rentre auprès de l'abbé Ballet qui ne se décourage pas et qui va utiliser ses relations au niveau du vicaire général et de l'évêque pour faire admettre le candidat. Et donc, il y aura des examens privés particuliers pour lui permettre de répondre en français, et à ce moment-là, son examinateur est étonné de la pertinence de ces questions. C'est toujours laconique, en peu de mots, mais ça va à l'essentiel. Et donc, finalement, le vicaire général, puisqu'on lui dit que c'est un modèle de piété, il dit, eh bien, je l'appelle, la grâce de Dieu fera le reste. Et donc, Jean-Marie, qui avait confié, au cours de ces difficultés, il avait confié cette question de son sacerdoce à Saint François Régis. Il avait fait un pèlerinage très éprouvant à Saint-François-Régis. Il s'était confié à la prière, il s'était confié aux jeunes. Finalement, à force d'efforts, eh bien, ça rentrait un petit peu dans sa tête mal faite, mais donc bien faite plutôt, mais peu capable de comprendre, de mémoire en fait. C'est sa mémoire qui lui faisait toujours défaut. Eh bien, il va finir par être ordonné diacre et placé sous l'autorité toujours de Monseigneur Ballet, qui va veiller sur la fin de sa formation. Nous sommes au plus fort de la défaite et de l'invasion, un mois à peine après Waterloo, alors que les troupes autrichiennes déferlent sur la vallée du Rhône. Jean-Marie Baptiste Vianney est ordonné tout seul prêtre à Grenoble dans l'anonymat complet des mains de l'évêque Simon le 13 août 1815. Il a alors 29 ans et il finit donc ses 10 années de formation très très pénible uniquement pour le latin, parce que il n'a jamais été ignorant. Alors ça, il faut sûrement pas dire que il était ignorant. Par contre, c'était un blocage par rapport au latin. Et je terminerai avec
Ce qui est quand même incroyable, c'est que 20 ans plus tard, là nous sommes en 1815, facile, c'est la bataille de Waterloo, 20 ans plus tard, dans les années 1830, lorsque les séminaires regorgeront de recrues et que les cures seront toutes pourvues de desservants, il n'eût jamais pu recevoir le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire que Saint Jean-Marie Vianney est devenu prêtre à la faveur du malheur des temps, du manque d'évocation, de l'urgence des vides à combler, des ouvriers de l'aube au lendemain d'une révolution.